Bonjour. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'histoire de l'école française. Mais attention, on ne parle pas juste d'un endroit où on apprend à lire et à écrire. Non, l'école en France, c'est bien plus que ça. C'est en fait le grand champ de bataille pour l'âme de la République. Un projet immense, souvent conflictuel, qui façonne le pays depuis plus de 200 ans. Et pour bien comprendre ça, il a une phrase de Victor Hugo qui résume tout. En 1850, il lance « Instruire, c'est construire ». Ça donne le ton, n'est-ce pas? L'ambition derrière l'école française, elle est là, elle est immense. Le but, ce n'est pas juste d'éduquer des enfants, c'est de bâtir une nation, carrément, citoyen par citoyen. Alors, commençons par le début. Pour ça, il faut remonter au 19e siècle. Et là, le paysage de l'éducation, c'est le chaos. C'est complètement fracturé. En fait, il n'y a pas une école, mais bien deux France scolaires. Deux mondes qui vivent côte à côte, mais qui ne se mélangent jamais. Une division sociale hyper profonde. Et ce contraste, il est vraiment saisissant. D'un côté, on a l'école du peuple. L'objectif, les bases. Lire, écrire, compter. Suffisant pour préparer les gens à une vie de labeur, de travail. Et puis de l'autre côté, il y a l'école des notables, le lycée. Là, c'est un autre monde. On y enseigne le latin, la rhétorique, la philosophie, tout ce qu'il faut pour décrocher le fameux baccalauréat. Et ce bac, c'est la clé, la porte d'entrée vers les postes de pouvoir. On parle d'un système élitiste? C'est peu de le dire. Regardez ce chiffre, il est dingue. 97%. C'est le pourcentage de garçons qui étaient complètement exclus du lycée à l'époque napoléonienne. 97%. Ça veut dire que la quasi-totalité de la population était juste laissée de côté, livrée à des petites écoles locales, souvent de très mauvaise qualité. Et au cœur de tout ça, au XIXe siècle, il y a une véritable guerre. Une guerre idéologique. Dans chaque village de France, elle est incarnée par deux personnages clés. D'un côté, l'instituteur. Lui, il représente l'État, la science, le progrès. Et face à lui, le curé, qui représente l'Église, la tradition, la foi. Et l'enjeu de cette bataille, c'est énorme. C'est le contrôle de l'esprit des enfants. Autrement dit, le contrôle de l'avenir du pays. Et puis, tout change. Le tournant, c'est l'arrivée de la Troisième République. Et avec elle, un nom que tout le monde connaît. Jules Ferry. C'est lui le grand architecte de l'école moderne. Un ministre visionnaire qui va faire de l'école publique une sorte de temple. Un temple laïque au service de la nation. Son projet, il est simple, mais radical. Il repose sur 3 piliers, 3 mots qui vont tout changer dans les années 1880. D'abord, gratuite. Fini l'argent comme barrière. Ensuite, laïque. L'idée, c'est de sortir la religion de la salle de classe. Et enfin, obligatoire, pour que plus aucun enfant de la République ne passe à côté de ce savoir commun. Mais attention, quand on dit laïque, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de morale, pas du tout. C'est juste qu'elle est remplacée par une morale universelle, républicaine. Et Ferry l'explique très bien dans une fameuse lettre à ses instituteurs. En gros, il leur dit « Ce que vous enseignez doit pouvoir être accepté par n'importe quel père de famille, peu importe ses croyances. Si ce n'est pas le cas, alors n'en parlez pas. » C'est ça la naissance de la morale civique. Bon, pour bâtir cette nouvelle école, il faut des bâtisseurs. Ou plutôt des soldats. Et le soldat de cette république, ça va être l'instituteur. Il va devenir une figure centrale, un véritable héros républicain. D'ailleurs, ils ont un surnom qui en dit long, les hussards noirs. C'est le poète Charles Péguy qui les a appelés comme ça. Pourquoi? Parce qu'avec leurs costumes noirs et sévères, ils ressemblaient à des cavaliers, à des soldats. Ils étaient vus comme ça, les troupes d'élite de la République, envoyées en première ligne pour conquérir les esprits pour la nation. Et leur mission, elle était immense, bien au-delà de la salle de classe. Il fallait imposer le français partout, contre les langues locales, les patois. Il fallait diffuser la science, la raison, contre les superstitions. Et par-dessus tout, il fallait enseigner l'amour de la patrie, le patriotisme. L'instituteur, c'est devenu une figure importante du village, celui qui n'hésitait pas, dans les débats, à affronter le curé, à défier son autorité. Mais cet âge d'or, il ne va pas durer éternellement. Après la Seconde Guerre mondiale, tout va être remis en question. Ce beau système, si bien organisé, si rigide, va subir un choc terrible, une pression démographique et sociale énorme. Et il ne va pas y résister. On a appelé ça l'explosion scolaire. Regardez les chiffres. En à peine plus de 10 ans, le nombre de bacheliers a plus que triplé. Le lycée, qui était avant le club très fermé d'une toute petite élite, se retrouve complètement submergé. Des vagues d'élèves arrivent de plus en plus nombreuses. La suite est assez logique en fait. D'abord, en 59, on rend l'école obligatoire jusqu'à 16 ans. Ensuite, en 63, on crée le collège unique pour tout le monde. L'intention est bonne, démocratiser. Mais le résultat, c'est qu'on fait entrer des masses d'élèves dans un système qui n'a pas été pensé pour ça. La cocotte minute chauffe, jusqu'à l'explosion de mai 68. Mai 68, pour l'école, c'est un séisme.
Un vrai tremblement de terre. Soudain, l'autorité du prof est contestée. Le savoir qui descend du haut vers le bas, c'est terminé. Les élèves ne veulent plus juste écouter et apprendre par cœur. Ils veulent s'exprimer, débattre, critiquer. L'école de papa, l'école autoritaire, elle est morte en mai 68. Et tout ça, bien sûr, nous amène à aujourd'hui. L'école française actuelle, c'est l'héritage de toute cette histoire, de tous ces conflits. C'est devenu un système hyper complexe, un peu comme un labyrinthe. Et elle peine à trouver sa place, sa mission, dans un monde qui n'a plus rien à voir. Prenons un exemple concret, le bac. Avant, c'était le diplôme, unique, prestigieux, le symbole de l'élite. Aujourd'hui, il est éclaté en 3 grandes voies, générale, technologique et professionnelle. C'est le résultat direct de ce qu'on appelle la massification. Pour accueillir tout le monde, le système a dû s'adapter, se diversifier pour coller à des profils d'élèves qui sont devenus très très différents. En fait, les grandes batailles d'hier n'ont pas vraiment disparu. Elles ont juste changé de visage. La grande question, c'est toujours la même. Comment accueillir tout le monde tout en continuant à former des élites ? Le débat sur la laïcité, il est plus brûlant que jamais dans la France d'aujourd'hui. Et la grande promesse d'égalité de l'école, eh bien, elle est sérieusement mise à mal par les inégalités sociales, même avec des dispositifs comme les ZEP. Au final, tout ce parcours nous ramène à une question fondamentale. À l'origine, l'école a été pensée comme une machine à fabriquer des Français, un creuset pour forger une nation unifiée. Mais aujourd'hui, dans la France du XXIe siècle, qui est tellement plus diverse, plus complexe, quelle est la mission de l'école ? Quel genre de citoyen doit-elle former ? Et pour quelle nation au fond ? C'est toute la question.